Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ces magazines sur Ecopolis Télévision Level Up. C'est bien sûr votre magazine. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la pratique du football ici en République démocratique du Congo. La pratique du football et son évolution. Est-ce la RDC est-elle en train d'évoluer ou de marquer les pas pendant que les autres avancent à grands pas? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau un ancien international congolais, M. Diba Ilonga, qui est des nôtres. Bienvenue. Merci beaucoup Valdo et un grand merci à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment-ci et surtout à la grande équipe qui ont concouru à la réalisation de cette belle émission. Voilà, Yves Diba Ilunga est devenu manager. Il tient également une fondation qui porte son nom. Il va nous en parler et nous allons chercher à savoir un peu plus sur ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qu'il fait d'autre en dehors des activités liées à sa fondation. Il continue encore à jouer des trompez-vous. Il garde encore la taille d'un footballeur. Voilà, je l'ai dit tout au début de cette émission. Ne soyez pas surpris. On va également chercher à savoir la tendance musicale parce qu'entre le sport et la musique, bon, ce n'est qu'un petit pas, rien du tout. Soyez détendus. Allez, le football de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, quelle lecture vous faites de la pratique du sport, du football? Au fait, j'ai comme l'impression que non seulement nous faisons le surplace, nous sommes en train d'être distancés par les nations, les équipes qui, elles, empruntent le chemin de ce train évolutif qui marche avec la science en quelque sorte. On a vu à l'instar du Sénégal, à l'instar du Maroc, qui sont des exemples dont nous pouvons vraiment nous inspirer afin que nous puissions nous aussi sortir un peu de la farce en quelque sorte. Donc nous cherchons beaucoup plus l'honneur que le vrai travail qui consiste à aller chercher le mal le plus profond afin que notre football puisse vraiment retrouver sa grande renommée dans le temps. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit comeback parce que vous avez été footballeur. Dites-nous les réalités de votre temps, de ces temps où vous étiez footballeur, étaient de quelle manière? C'était comment ça s'organisait la pratique du football? Ouais, il est vrai que il faudra qu'on soit vraiment lucide et honnête. Il y a cette bonne volonté d'une minorité des personnes qui sont aux instances supérieures. Et sur ce, on va partir d'abord de l'équipe nationale, qui est, je peux dire, le miroir de notre sport en général. Il y a vraiment de l'amélioration en termes d'organisation, en termes de l'aspect technique aussi. Il ne faut pas qu'on se le leurre. On va situer ça dans les temps. C'est sous l'ère des arbres. Là, sous l'herbe des arbres, c'est évolutif. Je peux dire la génération Ernest, nous qui portions le maillot Ernest, je pense que c'est dans les années 2006-2007 jusqu'à maintenant 2024, il y a eu de l'évolution en termes d'organisation parce que le football, ce n'est pas que l'aspect technico-tactique qui compte. Il y a l'organisation tout autour, les voyages, la restauration, les logements. Et sur ce, il y a vraiment de l'amélioration. Coup de chapeau au manager Dodo et au coach Sébastien, même au ministère de Sport, au gouvernement congolais, qui ont finalement écouté les cris et les réclamations d'une part des supporters et d'autre part des exigences surtout des pros qui venaient de l'extérieur. Actuellement, les joueurs sont mis dans des dispositions, je peux dire, professionnelles qui ne peuvent même pas rivaliser avec certains petits clubs de l'Europe. Et maintenant, pendant que vous étiez encore sur l'RDG, à international congolais, à l'équipe nationale, c'était difficile, c'était compliqué. Qu'est-ce qui vous manquait à cette époque-là? Je pense que c'était un peu une touche d'innovation qui manquait à notre époque.
C'est vrai qu'il y avait du talent, hein. Là, il faut le reconnaître, il y avait du talent. Mais ce qui manquait, c'était un peu de la discipline, un peu d'organisation qui faisait à ce que bon nombre de jeunes venant d'Europe, certains ont désisté et d'autres encore n'ont pas pu continuer. Ils se sont lassés par rapport au retard des voyages, des fois des trajets avec des nuits dans des aéroports. On a dû galérer. Je me rappelle qu'on a passé une nuit à l'aéroport de Paris en transit vers le Mexique. Imaginez-vous en plein hiver. Donc c'était dur. C'était très dur. Tout cela était dû au manque d'organisation, au manque d'un bon management. Et c'est vrai, avec le temps, toute organisation n'est pas parfaite, mais on tire des leçons. On tire des leçons de tous ces événements-là. Et là, je pense que il faut féliciter les personnes qui font à ce que nous puissions quand même en prêter un bon chemin. Vous parlez de la discipline, c'est bien beau, mais à cette époque-là, il y avait un peu plus de joueurs évoluant dans nos différents championnats ici, localement, pour parler du championnat quinois, du championnat du Katanga, qui était également en équipe nationale. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que cette équipe nationale est désormais orientée vers l'extérieur. Qu'est-ce qui fait que ces joueurs qui évoluent aujourd'hui au sein de nos championnats n'ont pas ces tickets, n'ont pas la facilité d'intégrer la sélection nationale. Quand on voit sélection nationale, c'est-à-dire l'équipe première, ce n'est pas l'équipe à prime ou l'équipe Chad, non, on voit vraiment l'équipe qui vient d'ailleurs de terminer 4e au niveau de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Ouais, il est vrai que quand j'ai abordé le côté disciplinaire, c'est parce que j'ai fait partie de cette équipe. Je connais toutes les réalités de A à Z. Voilà pourquoi vous êtes là. Voilà, et je pense que question aussi de discrétion ou de respect envers mes coéquipiers. Je n'aimerais pas citer des noms, mais je pense que nous avions du talent à revendre. Nous avions du talent à revendre, mais avec un peu plus de discipline, on aurait dû faire mieux que la génération actuelle. Et je pense que c'est ce qui pèse sur la balance, malheureusement, contre le joueur local. Parce qu'en termes de talent intrinsèque, des talents purs, notre pays, notre Congo regorge des super joueurs. Mais c'est quoi les problèmes? Le grand problème, c'était le championnat qui n'a pas été régulier, qui a été aux arrêts pendant de longs moments, et d'où les arguments avancés par plus de supporters et sur lequel même c'est fondé le choix de notre sélectionneur. C'est à raison ou à tort? Je pense que personnellement, avec tout le respect que j'ai envers l'entraîneur de l'équipe nationale qui est un aîné, que je ne peux pas contredire, c'est son choix, il assume. Choix. Mais je pense même à l'église, quand on dit Alléluia, on doit répondre Amen. Donc on ne peut pas rester bouche bée face à cette réalité où non seulement il part avec un effectif rempli des expatriés, à 99%, mais en plus il laisse 3 places vides, Valdo. 3 places vides. Est-ce que l'irrégularité du championnat, l'irrégularité de notre championnat enlève-t-elle le talent intrinsèque des jeunes Congolais qui peuvent faire partie de cette expérience afin de s'aguerrir? Et parce qu'il y a un adage Bemba qui dit « Imiti Ikula Impanga ». Ça veut dire que cette herbe qui pousse, c'est la forêt de demain. Nous sommes pleins à maintes reprises d'une cassure générationnelle. Mais comment est-ce qu'on peut pallier à cette situation? Insérer certains jeunes lors de ces grands événements pour qu'ils puissent s'aguerrir et gagner en expérience.
Est-ce que c'est l'entraîneur, pendant qu'il y a la fédération qui est là, qui ne dit mot, pendant qu'il y a le gouvernement qui est là, qui ne dit mot, l'entraîneur a libre choix, il est entre sélectionneur et manager, il fait ses choix et puis vous n'en dites rien et puis ça passe. L'équipe nationale, c'est une affaire d'État en fait. Ouais. C'est une affaire d'État. Tout à fait. On ne peut pas s'ingérer dans les choix de l'entraîneur, ça c'est bien, mais quand c'est une affaire d'État, il faut au moins souffler des petites choses à l'oreille du décideur avec respect pour le rappeler un peu à l'ordre. Parce que j'ai comme l'impression que le talent congolais né et grandi ici au Congo est en train d'être sacrifié au détriment de l'expertise étrangère. Mais parce que ces talents sont aiguisés pour aller servir l'Europe, parce que tout le monde aujourd'hui, ceux qui ont des académies, tous ne rêvent que placer 1 ou 2 jeunes à l'étranger, c'est par là que ces jeunes-là pourront revenir ici, parce qu'ils évoluent dans des conditions meilleures que les pays n'offrent pas aujourd'hui. Oui, bien sûr, ils peuvent partir du jour au lendemain, mais tant qu'ils sont encore ici au Congo, et qu'ils prouvent déjà à suffisance lors des compétitions déjà de haut niveau, quand un joueur preste de la bonne manière au niveau de la Champions League africaine, cela vaut, je pense que le match de la Ligue 2 européenne ou même le match de la Ligue saoudienne. Combien sont ces clubs de la RDC qui jouent en Ligue des Champions, même en Coupe de la Il y a les tout-puissants Mazembe. Il y a les tout-puissants Mazembe. Il y a, je l'ai bien dit, je l'ai bien spécifié, que le talent intrinsèque, le talent pur ne peut pas, donc, et puis, je peux dire, à l'étape de la jeunesse, doit être prise avec beaucoup plus de délicatesse. Là n'est pas l'occasion de revenir au niveau de la fédération? Qu'en est-il de poser la question de savoir, qu'en est-il des sélections d'âge? Parce que c'est par là aussi qu'on découvre certains jeunes, c'est par là aussi qu'il faut investir, c'est par là aussi qu'est né le vrai problème de la continuité dans la gestion des effectifs en équipe nationale de la RDC. Nous les découvrons tous, nous cherchons à les voir tous en équipe première, alors que ces derniers, il faut d'abord faire preuve au niveau des équipes d'âge, évoluant selon l'évolution, selon les générations, mais hélas. Vous savez, mon frère Valdo, à un certain moment, je passe du temps seul à écrire. Je passe même des mois à réfléchir, à écrire, pour essayer de cerner le vrai problème de notre pays. Je me demande, je me dis qu'à un certain moment, je risque de tomber malade. Un jour, je me dis qu'il faut laisser les choses marcher comme telles. Il faut vous laisser conduire par la nature. Parce que je me demande, une nation qui se respecte, des dirigeants qui se respectent doivent tirer des leçons. On n'évolue pas en termes d'encadrement de la jeunesse. Il y a une véritable cassure. Regardez la génération 2005 avec Claude Leroy. Les jeunes qui avaient les Mbalambuta Biscuit, le Roum, les trésors Poutou. Enfin, nous qui sommes arrivés un peu tard. Donc nous étions je peux dire, les espoirs. Vous étiez très prometteur. Ouais, espoir de il y a des matchs perdus, voilà, qu'on acceptait de perdre parce qu'on a vu de la manière sur l'air des jeux. De l'équipe espoir, on est arrivé à l'équipe première où on a fait notre temps. Regardez, prenez un exemple de la France. Samir Nasri, les Benzema, ils ont parcouru les catégories d'âge de minime, cadet, junior jusqu'à senior. Bon. Pourquoi pas ici chez nous? Il y avait cette bonne dynamique à un certain moment avec Sengi Biembe, avec Guy Boukassa, avec notre ami Tibassou. Mais là, il y a cassure. Faute de moyens? Il y a cassure. Il faut maintenant qu'on se pose la question. Là, j'avais énuméré le cas du Sénégal. Le Sénégal a renfait presque toutes les coupes des catégories d'âge. C'est parce qu'ils ont investi, parce qu'ils ont investi dans la formation. Et ces jeunes-là constituent déjà une base solide, c'est déjà une relève assurée. Mais chez nous, il n'y a pas. Parce qu'on ne veut pas investir dans le temps. Nous, c'est Boukalelo, Lambalelo. Donc, ils veulent que le court terme. Mais quand et la fuite de responsabilité, avec cette histoire des binationaux, c'est une fuite de responsabilité. C'est-à-dire? Ouais, parce qu'on ne veut pas investir sur les jeunes Congolais, les jeunes ici sur place, qu'on doit suivre étape par étape,
jusqu'à l'âge mature. On attend que l'Europe, la France, l'Espagne ou même le Brésil fassent du travail pour nous et que nous sautions sur l'occasion. Il faut qu'on soit sérieux. Ce n'est pas mauvais d'amener les binationaux. Moi, je suis tout à fait pour. Aujourd'hui, mon enfant est français. Il est dans l'académie de Paris Saint-Germain. J'aimerais un jour ou l'autre le voir dans mon équipe nationale, mais ce n'est pas pour autant que je dois sacrifier un jeune, par exemple, talentueux, né à Butembo, né à Kamina. Non, il faut qu'on soit honnête. Et il y a cette histoire c'est comme un jeu de ping-pong entre la fédération et le ministère. Qui prend en charge vraiment les catégories d'âge? Qui prend en charge? Moi, je sais. On va vous dire que c'est du ressort de l'État. Ouais, je sais que la fédération, c'est que l'organe technique. Ouais. Mais les fonds doivent venir d'où? Est-ce que les fonds qui sont... Je ne suis pas contre le ministère. Hein. Oui, loin de moi. C'est délicat. Voilà, loin de moi l'idée de critiquer. Ouais. Parce qu'on ne veut pas. On veut pas. Mais il faut au moins concerne le vrai problème. Honnêtement, c'est du ressort de qui doit financer. Parce qu'il y a par exemple la fédération qui engage une sélection pour une compétition d'âge. Le gouvernement dit qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas de financement pour cette catégorie-là. Qu'est-ce que fait la fédération? Est-ce que la fédération n'a-t-elle pas la possibilité de trouver les moyens aussi pour suppléer à ces manquements? Je me pose cette question. Et je n'ai jamais eu l'occasion de parler aux agents du ministère des Sports ou même aux agents de la fédération pour savoir est-ce que le budget qui sont alloués à la fédération, c'est pour quel but? C'est pour quelle destination? Et le gouvernement congolais a toujours un budget annuel. Est-ce dans le quota du ministère des Sports? Y a-t-il une part qui doit être réservée aux équipes nationales des catégories d'âge? C'est là qu'il faut se poser la question. Et c'est très délicat. Je pense qu'avec ce genre de questions, on peut vraiment lever l'équivoque qui règne ou que cette opacité et qui laisse un peu des gens perplexes, qui laisse les gens dans le flou. Et c'est très délicat. C'est très délicat. On a parlé de l'équipe nationale. Certes, on ne va pas finir aussi, mais j'aimerais vous entendre également placer un mot sur la gestion des clubs. Ça va se passer comment? Parce qu'il se pose aussi un sérieux problème de championnat. Ça fait un bon bout de temps que les championnats posent un problème. Le financement de ces championnats-là, ça pose un problème. Alors que c'est là où sont aussi aiguisés des talents. Aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait pour pouvoir aider le championnat à mettre à niveau les jeunes, parce que c'est quand même inacceptable dans une compétition comme la CAN et sans avoir ne serait-ce qu'un ou deux joueurs évoluant dans notre propre championnat. Tous aujourd'hui partent vers la Tanzanie où sa vie, l'aura du football a atteint un certain seuil. Comment faire pour retrouver ces qualités de championnat de la République démocratique du Congo à votre époque? Parce que vous savez bien, ces championnats vous apportez, ces championnats a également porté l'image du football de la République démocratique du Congo. Vous savez, Valdo, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Le football rime avec la situation économique de toute nation. Et Dieu m'a fait grâce de faire partie non seulement de l'organe technique de l'une des très grandes équipes de notre pays, mais aussi d'un membre ou de dirigeant de ces clubs. Je peux vous assurer que les présidents souffrent. Les dirigeants ne font pas souffrir. Souffrent. Non, les dirigeants souffrent. De quoi? Parce que tenir une équipe de football, si petite soit-elle, il faut avoir des moyens financiers. Et aujourd'hui, Evaldo, aujourd'hui, ces présidents, ces clubs-là ne vivent que de la poche des individus. Indépendamment de leur volonté. Oui, indépendamment de leur volonté. Et c'est là que le gouvernement ou la politique sportive doit être vraiment mise en place de façon ludique afin d'aider cette jeunesse. Comment? Sinon, comment? Parce que moi, X personnes, j'ai créé mon club personnel pour des objectifs, ambitions personnelles. Comment est-ce que l'État doit avoir une main mise dans ce que moi j'ai fait, dans ce que je propose, dans ce que j'organise? Voilà, Valdo. Tenant compte de mon expérience, j'ai vécu, j'ai joué en Belgique, j'ai joué au Qatar, en Arabie Saoudite, à Dubaï. Prenons l'exemple du Qatar. Prenons l'exemple de l'Arabie Saoudite, même
des Émirats. Le gouvernement fait des dons, octroie certains financements à une certaine hauteur à tous les clubs de son pays. Vous voyez? Parce que ce sont des aspects. Ici, on donne des, on fait, bon, entre guillemets, c'est donc comme avec les, je vais en le financement, ça veut dire il faut aller en Afrique pour pouvoir bénéficier du financement de l'État. Voilà, il faut aller en Afrique. Il faut atteindre un certain niveau, c'est ça les critères. Ouais, c'est ça les critères. Mais est-ce que cela suffit? Avant, ça marchait parce que économiquement parlant, il y a des sociétés qui étaient derrière des clubs. Mais actuellement, ce sont des individus. Je vous assure que c'est très pénible. C'est très pénible. Et de cette façon-là, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer. Nous sommes tous sans ignorer qu'un club vit de merchandising, de la billetterie, donc des recettes des matchs. Il faut avoir un nom. Voilà. Pour de sponsoring, voilà. De sponsoring et de la vente de joueurs. L'unique source de revenus des clubs aujourd'hui, c'est la vente de joueurs. On reproche aux clubs de ne pas être organisés, faute de quoi ils n'arrivent pas à accrocher tout ce que vous avez dit là. Merchandising, sponsor, partenaires et consorts. Ça aussi, c'est la responsabilité des responsables et des clubs. Vous savez, comme je dis, même le merchandising ou même le sponsoring par de l'organisation, il faut vendre d'abord l'image. Vendre l'image. C'est ça, ce sont des moyens. Le sponsor numéro 1 de tous les clubs congolais doit être d'abord le gouvernement. Et ensuite, voir dans quelle mesure attribuer les sponsors, orienter certains sponsors vers certains clubs. De quel club? Parce que vous ne nous direz pas, le gouvernement doit donner de l'argent à tous les clubs. Quels sont les critères au préalable qui peuvent faciliter cette donation du gouvernement au club? Oui, je le dis, je prends l'exemple du championnat qatari où j'ai évolué. C'est-à-dire que le gouvernement octroie un certain financement à tous les clubs de la première division. Je prends l'exemple 100 000 $ par année. Club qui n'a pas de siège, club qui n'a pas de... Mais tout club qui... dont on ne sait même pas identifier, il s'entraîne où, c'est tantôt ici, parfois là-bas. C'est des réalités, je ne les invente pas. Ce sont les réalités, mais... Ce sont nos réalités. Ce sont les réalités, mais dont la responsabilité incombe à qui? Je pense que c'est à la situation politico-économique de notre pays. Il n'y a pas d'infrastructure. Et vous allez voir que c'est deux clubs qui se partagent le terrain. Tata Raphaël, à un certain moment, on se retrouvait sur le terrain Rangers, c'est le club à côté. On était obligés de cohabiter. Est-ce que ces clubs-là doivent être jugés avec beaucoup plus de rigueur alors que ces dirigeants-là se poumonnent pour pouvoir venir en aide à ces jeunes qui ne vivent que du football? Il faut qu'on se pose la question. Ces équipes sont des ASBEL. Ce ne sont pas des entreprises comme ailleurs où ils génèrent de ressources, mais ce sont des ASBEL. Et qui dit ASBEL, il y a les subventions de l'État qui doivent suivre normalement. Il y a les fondations. Il y a les fondations qui sont tout le temps budgétisées chaque année. Pourquoi pas aligner tout le club dans une catégorie quelconque afin qu'ils puissent recevoir des subventions? C'est possible, c'est faisable. Je peux te Qui doit faire ce travail-là? C'est la fédération. Donc la fédération n'est qu'une organe technique. Moi, je pense que tout doit passer par le ministère du Sport. Le ministère des Sports, à défaut du ministère des Sports, il faudra qu'on crée, c'est l'un des projets que je suis en train d'écrire, il faudra qu'on crée même une cellule d'expertise ou même une cellule de conseil en matière de sport. Là, nous avons un fonds de promotion culturelle avec nos amis musiciens, entre guillemets. Mais pourquoi pas mettre en place un fonds de promotion sportive? Ça existerait, c'est parmi les résolutions des assises d'Embo de la Lodge. Hein. Il fallait chercher les voies et moyens pour pouvoir sortir la pratique du sport de cette léthargie. Donc ça veut dire qu'on crée une cellule de réflexion pourquoi pas, qui ne peut être constituée que, par exemple, des anciens sportifs bien outillés. Ça nous donne un point de chute, un point de reconversion, parce que notre carrière elle est éphémère. Il n'y a pas. Vous évoquez la reconversion. Il n'y a pas de projet de promotion pour le talent congolais. Il n'y a pas non plus de projet de reconversion. Moi, je me dis qu'un sportif, c'est quelqu'un qui est voué à la misère après. S'il faut qu'on soit honnête, aucun parent... La majeure partie. Aucun parent responsable aujourd'hui
ne va accepter que son enfant puisse être orienté au football. Mais bien au contraire, aujourd'hui, nous voyons les parents accompagner les enfants dans la pratique du football. Voilà, parce que les parents devenir managers, parce qu'ils savent qu'une fois mon enfant accroche un grand club, la famille... En Europe, je peux dire que c'est à 50% garanti, mais ici c'est à 0,009 ou 0,001%. Il n'y a aucune garantie. Et je peux vous assurer, Valdo, que l'après-carrière des sportifs égale à misère, une misère atroce. Voilà, vous évoquez l'après-carrière, disons-nous certaines vérités aujourd'hui. Où situez-vous la pratique du football de la République démocratique du Congo par rapport au continent africain? Est-ce que la RDC est-elle en train d'avancer réellement, d'avancer aujourd'hui, ou bien nous sommes en train d'extagner, marquant les pas, faisant du surplace, parce que bon, rien n'est marché. Si on va au niveau des clubs, on peine même à percer, à aller encore renouer avec les titres de la Ligue des Champions. Si on va au niveau du CHAN, c'est très compliqué, sorti au premier tour. Si on va au niveau de la CAN, on commence à frotter les mains parce qu'on a fini 4e. Et si on va au niveau de la Super League, la Football African League, c'est très compliqué, juste une entrée et une sortie. Est-ce que le football de la République démocratique du Congo, la version féminine, n'en parle même pas? Parce que là aussi, il y a trop de soucis. Le football, ce n'est pas que les hommes, il y a aussi les dames. Le championnat n'existe quasiment pas. Il y a également la Ligue des champions féminines qui a vu les jours, mais la RDC, on entend à peine parler. C'est entre Mazembe et Amani qui font des va-et-vient. Dans l'ensemble, s'il faut mettre le tout dans un élément, est-ce que sommes-nous réellement en train d'avancer? C'est comme je l'ai dit à l'entame de notre émission, on fait du surplace. Et quand tu fais du surplace, alors qu'il y a un train évolutif qui va à une vitesse vertigineuse, et que quand tu n'empruntes pas, tu n'emboîtes pas le pas, et c'est fini. Vous êtes en train d'écrire. Je suis revenu sur cette question-là parce que je parie que vous avez certaines pistes et des solutions quant à ce. J'aimerais bien, si vous allez nous permettre, si vous allez permettre à nos téléspectateurs de goûter un peu à votre sauce, bien que c'est encore dans la cuisine. Quelles sont les possibles pistes et des solutions pour pouvoir ramener encore le football de la République démocratique du Congo à un certain niveau? Certes, comme tu viens de me dire, ce sont des projets que j'ai eu soigneusement le temps de bien réfléchir, mûrir et même mettre sur papier. Nous faisons du surplace, Valdo. Nous faisons du surplace parce que les résultats le démontrent clairement. Jadis, on survolait toute l'Afrique. On battait l'Égypte, on battait la Zambie, on battait le Congo-Brazza. Je me rappelle, on est parti battre le Madagascar 2-1 chez eux facilement. Mais quelques années plus tard, le Madagascar nous a éliminés. Ils investissent dans la jeunesse. La Chine a investi dans des académies. Ils ont un projet je pense, de 2030, quelque chose pareil. Ils ont investi sur les jeunes de 6 à 8 ans. Pendant qu'ici, les budgets alloués au sport revus à la baisse. 6 à 8 ans. Ils ont investi sur les jeunes de 6 à 8 ans avec une projection de 15 ou 20 ans après. Aujourd'hui, nous avons déjà fait un petit pas en termes d'infrastructure. Là, j'ouvre une petite parenthèse pour donner une piste de solution. On peut baptiser, j'ai un projet que je baptise DRC Shine, ça veut dire Congo brille. DRC Shine 2029. Là, nous sommes en 2024. C'est 5 ans. 5 ans. Donc, ça veut dire qu'on peut faire un recrutement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Partant des jeux scolaires. Pourquoi jeux scolaires? Jeux scolaires parce qu'il faudra que le football marche de pair avec l'éducation. Voilà. Parce qu'après la carrière, il y a une vie. C'est la vie qui commence. Ouais, il y a une vie. Donc, il faudra qu'on éradique un peu la délinquance qui sévit en milieu sportif. On peut recruter des jeunes de 12 à 15 ans pour ce projet. Nous venons de bénéficier des belles infrastructures, des belles installations au niveau des Tata Raphaël. Pour le logement. Le logement. Ouais. Je me demande, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai vu les boxeurs être logés là. Ce sont des très bons logements. Imaginez-vous avec 100 ou 200 très bons jeunes, très beaux joueurs de 12 à 15 ans, internés avec un projet de sport-études.
sous le financement du gouvernement. Avec une expertise étrangère. J'ai vécu ça à Aspaya, au Qatar. On a amené les Hollandais par ça. À cette époque-là, la tendance tactique était beaucoup plus avec le football hollandais. J'ai vécu ça de mes propres yeux. Donc là, actuellement, ce sont les Allemands. On peut chercher des entraîneurs allemands qualifiés ou même brésiliens qualifiés qui prennent Tata Raphaël qui vont conduire tu vois, ce projet de DRC Shine jusqu'à 2029, année durant laquelle la RDC se propose de pouvoir organiser la CAN. Le Sénégal l'a fait. Tentons aussi l'expérience. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas impossible. Mais à vous entendre parler, est-ce qu'il vous arrive de vous poser la question de savoir ce que le sport représente pour ces pays? Parce qu'en termes de projets, il y en a plein. Qu'est-ce que le sport représente auprès du gouvernement? Ou bien notre gouvernement n'est là que pour applaudir, par exemple, les victoires des Léopards sur les terrains, le retour après avoir fini quatrième. Je me pose ces questions et ça me révolte. Ça me révolte. Je le dis clairement devant toutes les chaînes, ça me révolte de voir non seulement que le football n'est pas vraiment pris au sérieux, mais que même ses acteurs principaux ne sont pas considérés. Le football, c'est... Parce que vous ne vous donnez peut-être pas de la valeur, vous, ancien footballeur, vous êtes également éparpillé, les égos inutiles, des générations, des petites rancunes inutiles, ça ne nous apporte rien. Des complexes, ça nous apporte rien, alors que le sport a un très grand pouvoir. Le sport n'est plus un hobby comme dans le temps. C'est devenu une véritable industrie, un outil de développement même. Aujourd'hui, ces infrastructures dont nous bénéficions, c'est passé par le sport. La 4e place va ramener un certain fonds au trésor public. Au trésor public ou à la Fédé? Parce que ces fonds-là... Je ne sais pas si c'est trop... Ça reste à la Fédé. Entre guillemets. L'État donne mettre la main... Mais quand ça vient, il ne faut pas venir fouler votre nez là-dedans. Je me pose la question, mon frère Aldo. Je me demande aujourd'hui qui plaide en faveur du sport et des sportifs. Je l'ai dit. Regardez un peu. Aujourd'hui, les femmes sont en train d'être poussées. Les femmes ont réclamé, ils ont un certain quota dans toutes les institutions de notre pays. La première ministre, c'est une dame. Ouais, la grande problématique de notre sport et les mots qui rongent notre football sont aussi d'ordre politique. Il faut dépolitiser le sport parce que, je donne un exemple, nous avions Serge Condé comme étant ministre des Sports, mais le monsieur a vécu l'enfer ici à Kinshasa. Pourquoi? Pourquoi? En guillemets, parce que c'est quelqu'un qui est venu d'un parti qui ne plaît pas aux gens ici sur place. D'où, pour moi, l'avènement de notre aîné François Kaboulou à la tête du ministère du Sport m'a beaucoup plu parce que c'est une image neutre. C'est une personne neutre et supposée neutre qui allait faire fédérer toutes les parties autour d'une même table. Moi, j'aimerais qu'à la longue, que le gouvernement réserve ce poste du ministère du Sport aux sportifs, entre guillemets, bien outillés, qui peuvent réfléchir. Il y en a? Je pense qu'il y en a. Sûr et certain. Sûr et certain, il y en a. Si tu prends Sabani Nonda, si tu prends Ilunga Erita, si tu prends Youssouf Moulumbu, tu prends Cédric Makiadi, je pense qu'ils peuvent. Mais ils ne se font pas voir. Ils sont discrets. Voilà, ils sont discrets, ils ne se proposent pas. C'est pour cela que je dis... On ne va quand même pas aller les chercher dans leur retranchement. Voilà, c'est ce que je dis. Je le dis honnêtement. Je le dis honnêtement que la famille des sportifs manque de vrai leadership, de vrais leaders qui peuvent aujourd'hui se lever et dire que non, les sportifs en ont marre d'être marginalisés. On peut aussi tenir des fonctions dans des hautes institutions de notre pays. Il ne faut pas qu'on regarde le football, il y a aussi d'autres sportifs dans d'autres secteurs. Il y a des basketteurs. Des arts martiaux, tu as fait partie de notre journée de réflexion sur le thème Star aujourd'hui, qui dans la société demain. Il y avait le président du judo, il y avait les présidents de boxe qui ont une expertise de très grande qualité, qui ont une connaissance approfondie. Quand je parle du football en particulier, on comprend. On comprend. Donc ça veut dire que c'est notre domaine, mais ça reflète déjà l'image
de tous les sportifs. Il y en a. Aujourd'hui, si nous faisons un appel de tous les sportifs outillés, qui ont le bagage, je vous assure qu'on peut sortir un vrai ministre de sport, on peut sortir des vrais gestionnaires des stades, on peut sortir des très bonnes personnes qui peuvent gérer des fonds de reconversion sportive, des fonds de promotion sportive. Et c'est faisable et nous devons, parce que on ne peut pas se taire, on ne peut pas... Aujourd'hui, tu l'as souligné, que c'est après les victoires que les vestes, vous allez voir, les ordres d'émission, il y a des gens qui apparaissent. Allez. Qui apparaissent. Ça toujours... Et c'est révoltant. C'est révoltant. Je pense que, il est temps. Que cette émission, il faudra que ça repasse pour que, au moins que les décideurs sachent honorer les sportifs. Il n'y a pas un plan de promotion, il n'y a pas un projet de promotion pour les jeunes talents qui moisissent dans les rues des quartiers. On a tenté l'expérience au travers de notre fondation. On a recruté certains jeunes. Nous sommes partis battre le Barcelone à Dubaï. Nous sommes partis, on a battu en finale l'académie Rudy Foller d'Angleterre. S'il vous plaît, d'Angleterre. Mais c'est parce qu'on est congolais qu'on est maintenant... Des jeunes bien talentueux. Voilà, il y en a plein. Les talents dans ces pays, on en a bien sûr des témoignages, partant des Claude Leroy qui reste vraiment amoureux de la République démocratique du Congo et de ses talents, malheureusement. En termes d'encadrement, ça reste un épineux problème qui peine bien sûr à être résolu. On va se quitter. Les temps, parfois à la télé, quand on prend certaines hauteurs, c'est à ce moment qu'on me dit il faut descendre, il faut vous calmer parce que plus on monte en hauteur, la chute risque d'être... La matière ne cesse de couler. Voilà, allez, on va se quitter. Je l'ai dit tout au début de cette émission, j'aimerais bien adoucir un peu, bien sûr calmer un peu les ardeurs de mon invité, l'ancien footballeur devenu manager aujourd'hui. Il tient sa fondation, je l'ai dit, la fondation Yves Diba Ilunga. La tendance musicale, ça penche vers... C'est Wazekwa. Pourquoi? La culture, moi je dis c'est un musicien cultivé qui prend les valeurs au-delà au-delà du côté artistique, il prend les valeurs et en plus c'est un écrivain. Je suis fan... Les petits bonbons de la sagesse, si je n'ai pas torpillé... Voilà, c'est un écrivain, donc c'est un musicien que je tiens à cœur depuis des années. Donc il y a même mes amis qui m'appelaient Moukwa Bongo. Ah bon? Allez. Oui. Il a été un fin footballeur, Yves Diba, il a soulevé le public dans l'antre du stade des Martyrs. Vous l'aurez compris, que cette émission touche à sa fin. Un réel plaisir de vous avoir. Je sais que ce n'est pas fini. On reviendra cette fois-là pour creuser sur la fondation. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Partant de tout ce que vous faites en dehors de votre vécu au quotidien. On prend rendez-vous au prochain numéro dans notre temps. Prenez grand soin de vous.